Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, le maire d'Abomey-Calavi au quartier Haïfa ce week-end, Angelo Arwandinou est allé s'imprégner des difficultés que rencontrent les populations de cette zone résidentielle de la cité dortoir. Ce 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Déjà hier, à la veille de cette célébration, le ministre des Enseignements secondaires a délivré un message. Vous le suivrez dans cette édition. On a aussi célébré le fair play ce lundi. C'est l'une des valeurs essentielles de la vie et de toute activité sportive que prône respect, solidarité, des précisions dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Le maire d'Abomey-Calavi était dimanche dans l'un des quartiers de sa commune, une zone résidentielle en proie à des difficultés dues au manque d'infrastructures. Angelo Arwandinou est allé s'imprégner bien sûr des problèmes que vivent ses administrés. Voici les images. Derrière leurs élus, elles manifestent leur joie. Une joie faite d'espoir de bénéficier bientôt d'infrastructures socio-communautaires dans cette zone résidentielle. Nous sommes ici à Haïfa, plus précisément au niveau du lot La Béninoise, un quartier de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi. Une zone qui a été sérieusement secouée entre 2010 et 2013 par une très grande insécurité selon les habitants. Ceci serait dû à la non-électrification des rues. Dès lors, et pour contrer cette situation d'insécurité, les riverains de la rue des Lots 246 et 251 se sont regroupés en une association pour rechercher ensemble des approches de solutions. Seulement, la réalité du terrain a la peau dure. Nos doléances, c'est d'abord les voies d'accès dans la zone, surtout pour l'école. L'école est encore sans lumière, son éclairage et la zone, les profilages des voies d'accès. Ici, il y a de l'espace. On voudrait qu'il y ait aussi d'autres classes. Et on n'a que 6 classes. Ces inconvéniences, le premier responsable de la commune d'Abomey-Calavi en est conscient. D'où sa descente sur le terrain ce jour et avec lui des solutions. Il y a vu la clôture qui a commencé mais qui n'est pas terminée. Le budget en cours prendra en compte la clôture. Le budget va prendre aussi en compte la construction d'un module de 3 salles de classe. Ça, je peux vous le dire maintenant. Nous allons tout faire pour quand même éclairer également l'école. Ceci n'est pas une promesse de campagne. Angelo Arwandinou l'a martelé avec forte insistance. Nous ne sommes pas venus faire de la politique parce que nous ne sommes pas en campagne. La période électorale est terminée. Nous sommes présentement en période d'élaboration budgétaire. Les grandes orientations du budget sont maintenant en train d'être faites. Donc, il faut sortir, il faut constater, il faut voir ce que le budget peut prendre en compte. Voilà pourquoi je me suis déplacé. Angelo Arwandinou ne veut pas faire le développement de la commune de Calavi sans sa population. Il envisage aussi d'organiser les états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi afin que chacun contribue à l'élaboration de son plan stratégique quinquennal.
Merci Rebecca Kendiamoudi. Séance de don de sang à Parakou, c'est une initiative de l'Ordre national des médecins du Bénin, section Borgou. L'opération de collecte de poches de sang destinée à sauver des vies a eu lieu au centre départemental de la transfusion sanguine, Kolom Amadi, Kadnel Kakbo. Les médecins du Borgou donnent leur sang pour sauver des vies. Par ce geste, l'Ordre national des médecins montre l'exemple, surtout en ces temps de pluie où le paludisme sévit et la demande en poche de sang est forte. L'Ordre national des médecins du Bénin a décidé cette année d'organiser la semaine du médecin béninois. Et dans ce ordre d'idée, tous les médecins du Bénin, en tout cas, sont invités à faire un certain nombre d'activités, dont le don de sang. Et celui du Borgou se déroule aujourd'hui, 5 septembre 2020. En cette période-ci, c'est vraiment souvent la période de pénurie de sang parce qu'il y a la pluie, il y a le paludisme. Et en ce moment, étant donné qu'on est en rupture, nous avons sollicité en tout cas toute personne désireuse de sauver une vie, de passer donner son sang. C'est vraiment triste de savoir qu'on peut sauver une vie, mais parce que le groupe de cette personne n'est pas dans la banque, on peut perdre cette personne-là. Donc c'est vraiment capital et toute personne normalement en bonne santé devrait pouvoir donner parce que c'est le meilleur des cadeaux. Le don de sang est un geste humanitaire et volontaire dont l'importance n'est plus à démontrer. L'intérêt du don de sang, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord pour pouvoir sauver les malades, ceux qui sont dans le besoin. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a nulle part où on peut aller acheter du sang pour mettre à la disposition de nos hôpitaux. Il faut forcément des humains pour donner. Et pour donner ce sang, de jour en jour, il y a des réticences parce que le don de sang sur l'éthique, le volontariat, d'accord, et ce volontariat aujourd'hui n'est plus compris par beaucoup de gens. Et donc, par rapport à ça, le bénévolat, le volontariat, la responsabilité fait qu'il y a moins en moins de donneurs de sang au sein de la population. Étant de la santé, j'ai jugé juste de venir participer. J'ai donné le sang tout à l'heure, ça s'est bien passé. En tant que médecin, nous sommes ceux qui diagnostiquons des troubles, des carences en sang et c'est nous qui les prescrivons. Maintenant, si on se retrouve encore à donner du sang pour les patients chez qui nous sommes déjà investis à diagnostiquer la carence, je crois que ça ne peut qu'être un accomplissement parfait. Coronavirus oblige, cette séance de don de sang s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. Restons à Parakou pour vous dire que la prison civile a enregistré ses premiers admis au baccalauréat série série D, bien sûr. Sur les 3 détenus candidats présentés à cet examen, 2 sont réussis à cet examen. Voici les images avec Ousmane Baparapé. La justice est équitable pour nous dans un pays où il y a beaucoup d'espoir, pourvu que nous-mêmes nous y croyons. 2 lauréats au baccalauréat de juillet 2020, pas comme les autres. Ils reçoivent ainsi des mains du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin leur récompense. Pour l'un, la peine est arrivée à terme, mais pour l'autre, au regard des objectifs globaux poursuivis par le système judiciaire, il est libre de ses mouvements désormais sous certaines conditions, lesquelles conditions ne l'empêcheraient nullement de continuer ses études. En matière d'études, il y a des personnes privées qui se sont manifestées auprès de nous pour les prendre en charge jusqu'au grade de licence dans ceux qui vont choisir à faire l'université. Histoire de dire qu'un détenu est une personne comme tout autre. Aujourd'hui, devant vous, je prends l'engagement d'être un bon citoyen. Nous sommes très contents de ce succès et c'est pour cela que nous ne savions pas à quel point vous remercier. Ce sont des vies que vous avez sauvées. Vraiment, nous sommes dépassés et nous sommes émergés de joie. Ces résultats sont aussi le fruit d'une synergie d'action de plusieurs acteurs soucieux de l'avenir de la jeunesse. Nous avons cru en la chose. Nous avons cru que former des personnes
en situation difficile afin de les rendre des hommes enviables dans notre société est possible. Et c'est cela qui nous a d'ailleurs motivés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nos détenus comprennent qu'on peut venir en prison, se battre, se refaire et à la sortie de la prison civile, avoir une vie heureuse. Donc je voudrais particulièrement avoir une pensée à ces candidats-là qui n'ont pas eu la chance de réussir et les exhorter pour que l'année prochaine, ils puissent décrocher cet examen-là. J'invite chacun pour qu'on puisse se mobiliser ensemble pour pouvoir les accompagner. Alors, aller au bout, n'est-ce pas, du processus. Quant aux récipiendaires, je voudrais vous adresser les félicitations, n'est-ce pas, du préfet et vous demander de continuer dans ce sens. Vous êtes désormais une référence au Bénin et même dans la sous-région. Sur la reconversion. La municipalité de Parakou s'engage aussi aux côtés des autorités gouvernementales dans l'humanisation de l'espace carcéral à travers, entre autres, des représentations théâtrales. Aujourd'hui, 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation, l'édition 2020 placée sous le thème alphabétisation et son engagement pendant et après la crise du coronavirus, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies. Ce lundi, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a réaffirmé bien sûr son attachement du gouvernement à faire de l'alphabétisation un outil de développement socio-économique. Stanislas Linkmon et Alexis Segbemon nous proposent un extrait du ministre. On l'écoute. L'alphabétisation et l'éducation des adultes constituent des fondements importants des autres compétences de la vie courante. En raison du contexte de la pandémie actuelle et compte tenu du lien indissociable entre la trilogie alphabétisation, autonomisation et développement, le Bénin a fait l'option d'axer les réflexions de la célébration de la 55e journée sur le thème enseignement et apprentissage de l'alphabétisation, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies durant la période de la crise de la COVID-19. Le gouvernement du Bénin s'est engagé dans la promotion d'un système éducatif de développement en adéquation avec le programme d'action du gouvernement et le plan décennal de développement du secteur de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage entre l'alphabétisation et la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula ainsi que du système de suivi-évaluation, l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Dans ce cadre, la mise en œuvre expérimentale de la stratégie du faire-faire au profit des artisans a déjà commencé et constituera un moyen efficace et privilégié d'améliorer l'accès au programme. D'une célébration à une autre, hier lundi 7 septembre, on a célébré la journée mondiale du fair play. Le fair play, l'une des valeurs essentielles de la vie de toute activité sportive. Il prône respect, solidarité, tolérance, fraternité. Zoom sur le fair play avec Blaise Adampo et Alexis Segbemon. Doha, 27 septembre 2019. Nous étions au championnat du monde d'athlétisme abrité par le Qatar. Finale, épreuve des 5000 mètres. Le coureur bissau-guinéen Dabo vole au secours de Jonathan, athlète d'Aruba, un concurrent direct au bord du gouffre, à la lisière de la ligne d'arrivée. Le stade Khalifa pouvait nourrir une standing ovation aux sapeurs-pompiers d'un jour. Le fair play, un geste teinté d'humanisme, de respect de l'adversaire et d'humilité, vient dissimuler l'adversité et la rivalité orchestrée autour des événements sportifs. Le fair play, c'est l'acceptation loyale des règles dans la pratique d'un sport ou dans la vie professionnelle. Ce n'est pas qu'en sport qu'il faut faire preuve de fair play. Autant j'ai dit cela, autant je dois dire que le fair play, même en sport, n'est pas l'apanage seulement des athlètes. Même les coachs doivent faire preuve de fair play. Les juges, les arbitres également doivent faire preuve de fair play. Les dirigeants
du mouvement sportif, les dirigeants de clubs doivent faire preuve de fair play. C'est de cela que le sport tire sa force. Le fair play, cette valeur essentielle du sport, se matérialise de diverses manières. Des poignées de main, des haies d'honneur pour les visiteurs et les vaincus, des minutes d'applaudissements, la lecture des messages fair play, l'érection de drapeaux et la diffusion de clips vidéo fair play sur les écrans lors des compétitions internationales, et la liste est longue. Nous vous demandons de préserver les principes du fair play. And to take part in football in a spirit of unity, respect et igualdad. Say no to racism. Say no to racism. Les instances dirigeantes du sport attachent du prix à son respect. Illustration avec les FIFA Awards qui ont vu le Togolais Francis Koné être récompensé pour avoir sauvé la vie au gardien de but Martin Bekovec en plein match. Ce trophée représente pour moi d'abord une récompense de Dieu et un signe d'humilité parce que ces vies que j'ai sauvées, il faut dire que c'est pas moi qui les ai sauvées, c'est Dieu. Donc je pense que c'est Dieu qui a tracé tout cela. C'est lui qui a permis que j'ai le trophée. Et j'ai pas travaillé dur comme le dit pour avoir ce trophée. J'ai juste fait des gestes humains, des gestes salvateurs qui ont permis de ramener quelques jeunes joueurs en vie. Aux Jeux Olympiques, il n'y a pas que victoire, médaille, performance et record qui comptent. Les valeurs d'excellence, d'amitié et de respect constituent l'essence même des Jeux, qui se veulent le rendez-vous par excellence d'expression du fair play. À Rio 2016, les coureuses d'Abbé D'Agostino des USA et Nikki Hamblin de la Nouvelle-Zélande avaient parcouru environ 4000 mètres dans leur série quand la néo-zélandaise a trébuché, entraînant involontairement son adversaire dans sa chute. D'Agostino s'est immédiatement relevé avant de se pencher sur sa rivale pour la supplier de finir la course. Abbé D'Agostino, tears of frustration, and maybe, hopefully, one day she will look back on this as a moment of... Le geste de classe des deux dames de cœur sera récompensé par le Comité international du fair play et le Comité international olympique. Même si le fair play prône les valeurs humaines, il n'est pas rare de constater que l'enjeu prime souvent sur le jeu, Et Rossi, oh il le colle, il se met à côté, entraînant parfois des scènes de violence à l'intérieur ou à l'extérieur des stades. Où un athlète n'arrive pas à se retrouver, un autre arrive ou d'autres arrivent à son niveau, au lieu de le secourir, ils ne l'ont pas considéré. Ces deux athlètes que vous avez vus, pendant que l'autre roulait par terre et se débattait pour pouvoir atteindre la ligne d'arrivée, ces deux athlètes, on ne peut pas dire qu'ils ont fait preuve de fair play. Et voilà quelqu'un d'autre qui arrive, qui fait preuve de fair play. Le combat de la morsure, le 28 juin 1997, entre Mike Tyson et Holyfield, a étalé au monde entier l'un des comportements les plus antisportifs de l'histoire de la boxe. Mike Tyson mordait l'oreille de son adversaire en plein combat. Pourtant, la rage de vaincre ne doit pas faire perdre de vue les valeurs humaines prônées par le sport. C'est pourquoi au Bénin, l'Association pour la promotion des valeurs sportives, APVS, essaie de porter ce combat. Les actions menées par l'APVS pour promouvoir le fair play dans le sport dans notre pays sont nombreuses. Le premier étant la vulgarisation des lois de jeu, notamment au football, au basketball, au volleyball et au handball. À l'endroit des équipes, bien évidemment parce qu'elles sont les plus concernées, les entraîneurs et les journalistes. La distribution des trophées fair play pour récompenser les équipes qui se sont montrées les plus fair play au cours de leur championnat, notamment au foot et au volleyball. Journée mondiale du fair play, occasion propice pour une mobilisation d'ensemble contre les violences enregistrées sur les stades du Bénin.
Le fair play, toujours le fair play. Merci Blaise Andampo. Et pendant ce temps, des certificats ont été remis aux organisations de la société civile lauréates du processus de certification des bonnes pratiques dans le volontariat et les programmes d'échange des jeunes au Bénin. Cette initiative de l'Office des services de volontariat des jeunes. Gilles Dansou, Calvador Armano pour plus de précisions. Cette phase pilote de remise de certificats des bonnes pratiques aux OSC de volontariat et d'échange des jeunes au Bénin fait suite à plusieurs mois de travail sur le terrain. Le volontariat est perçu comme un levier de renforcement de l'employabilité des jeunes. 2 organisations ont été retenues, à savoir Jeunesse et Emploi Vert pour une économie verte et Jeunes engagés pour la solidarité, la paix et le développement. La phase pilote du processus de certification nous a enseigné tout d'abord 2 choses majeures. La première, c'est l'importante expertise qui existe au sein de la société civile béninoise en ce qui concerne la gestion des missions des jeunes volontaires et des échanges de jeunes. Et de deuxième, les besoins de soutien et suivi pour suivre la professionnalisation de la gestion des missions des volontaires et des échanges de jeunes. L'idée de cette procédure de gestion de qualité au Bénin s'inscrit dans une ambition de l'Union africaine, partenaire politique du ministère fédéral allemand du développement et de la coopération économique, de développer des standards de qualité à une échelle continentale. Pour l'Office béninois des services de volontariat des jeunes, OBSVJ, ce processus de certification qui est à sa première édition est une initiative d'accompagnement des OSC pour davantage de responsabilisation et de performance dans leurs activités. Il est important de souligner que dans le cadre du programme Agir, la GIZ a soutenu l'élaboration des guides de bonnes pratiques et du guide de formation, ainsi que la mise en place d'un pôle de formateurs au profit des programmes de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin. Ces différents outils devront être vulgarisés et mis à la portée de tous en relation avec le réseau Agir et l'ensemble des partenaires de la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes récemment mise sur pied à Dassa. Une communication sur la présentation du guide de bonnes pratiques suivie de la synthèse du comité technique reste les autres temps forts de cette cérémonie. Une cérémonie clôturée par la remise des certificats aux OSC lauréates. L'actualité hors du Bénin nous conduit ce matin au Niger où la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de le gouvernement de la CEDEAO se tient. Nous irons également au Cameroun et en France où le port de masque se généralise dans certaines localités. Jean-Claude James, précision. Le ton du 57e sommet de la CEDEAO a été donné ce lundi à Niamey au Niger. Les différents chefs d'État et de gouvernement ont rallié le Centre international de conférence Mahatma Gandhi. Économie, politique et sécurité sont les sujets au cœur des échanges avec un point d'honneur sur la situation au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a une nouvelle fois pressé la junte qui a pris le pouvoir au Mali en demandant un retour rapide des civils, a affirmé lundi le président nigérien. Il est du devoir de notre communauté d'assister les Maliens en vue d'un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. La junte militaire doit nous aider à aider le Mali, a insisté Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO. Au Cameroun, les inondations continuent de causer du tort aux populations. Dans la région de l'extrême nord, le pont Polar s'est effondré. L'ouvrage permettait de relier la capitale régionale Maroua à la ville frontalière de Kousséri. On a perdu beaucoup de choses. L'inondation qui nous a trouvés ici à Mérem, on a perdu beaucoup de choses. Il y a nos frères et nos grands frères, nos petits sœurs, tout ça là, ils sont déjà partis à Ouima comme ça. Nous perdons les habitants, les animaux, les oignons, les milles, le poulet, tout ça là, les animaux, les inondations, là, ça ramassait tout. Nous restons vides ici à Mérem. Oui, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous demandons, n'est-ce pas, au pouvoir public
de venir, n'est-ce pas, en l'aide, n'est-ce pas, à la population de Medem qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, sous, n'est-ce pas, les flaques d'eau, qui sont, n'est-ce pas, inondées. Nous avons même les déplacés, n'est-ce pas, certains sont recasés à Yuma, à Kojeleo, à Virdio et même à Kaeo. En France, le port du masque est généralisé à Strasbourg et Lyon. C'est le Conseil d'État qui a entériné en grande partie des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque généralisé dans ces deux localités. Une nouvelle qui suscite la joie au sein de l'exécutif. Permettez-moi de me réjouir de la décision du Conseil d'État qui rappelle que les orientations prises par le gouvernement sont satisfaisantes. Ces orientations, je vous le rappelle, consistent à prendre à la fois des mesures d'ordre général, mais surtout à permettre au territoire, le couple préfet-maire, de les adapter aux situations locales. C'est un système, je le répète, qui a marché en Mayenne, qui marche d'ailleurs dans d'autres pays que le nôtre. Regardons autour de nous. Et donc, cette philosophie générale est efficace. Et j'y insiste et je la revendique, c'est mieux que des mesures de confinement généralisé qui auraient des effets tout à fait délétères. Voilà qui vient boucler cette édition. Pour le retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Bonsoir chez vous et à demain, 13h.